Est-ce que tu savais que la France possède le deuxième plus grand territoire maritime au monde? Quand on pense à la France, on pense souvent d'abord à la France métropolitaine. Mais on oublie aussi que la France, c'est un immense territoire marin, avec ses côtes atlantiques et méditerranéennes, bien sûr, mais aussi avec ses départements et régions d'outre-mer, comme les Antilles ou la Polynésie, hérités en partie de son histoire coloniale. Et ce territoire pose une grande question. Comment protéger les océans tout en continuant à consommer les produits de la mer de manière responsable? C'est le sujet de l'épisode d'aujourd'hui. Mon invité s'appelle Laurent Debasse, il est océanologue, c'est-à-dire qu'il étudie les océans, et il a fondé Planète Mer, une association qui travaille pour la protection de l'environnement marin. Avec Laurent, on a parlé du gigantesque territoire marin français, des menaces qui pèsent sur les océans et des solutions pour mieux les protéger. Salut, salut, salut et bienvenue dans un nouvel épisode de French Mornings, le podcast. Je suis Elisa et dans ce podcast, je t'aide à progresser en français grâce à des conversations naturelles, des interviews et des sujets passionnants. La conversation que tu vas entendre aujourd'hui est d'un niveau assez avancé, mais pas de panique, tu peux la suivre plus facilement grâce à la transcription gratuite que je t'ai préparée. Il te suffit de cliquer sur le lien en description, entrer ton email et tu pourras télécharger gratuitement le PDF de l'épisode. Tu y retrouveras la transcription complète, un glossaire avec le vocabulaire et les expressions importantes et un exercice de compréhension. Et pour les plus sérieux d'entre vous qui veulent progresser en français de manière structurée avec des cours adaptés à leur niveau, je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous mes cours de français du niveau débutant à avancé sur mon site internet frenchmornings.com. Et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Laurent, comment vous allez ? Ça va bien, merci. Avant de commencer à parler plus en profondeur des territoires marins français, est-ce que vous pouvez vous présenter pour les auditeurs ? Alors, je m'appelle Laurent Debasse, je suis océanologue de formation et je dirige une association dont je suis aussi le cofondateur qui s'appelle Planète Mer. Alors, Planète Mer, en 2 mots, c'est la mission qu'on s'est donnée, c'est agir ensemble pour retrouver un équilibre durable entre vie marine et activité humaine, puisque c'est bien ça l'enjeu aujourd'hui, avec 3 grands domaines d'action: la protection de la biodiversité marine et littorale, la gestion des ressources de pêche et la restauration des écosystèmes dégradés. Voilà. Et on développe ça sur la France et même à l'étranger, puisque la restauration, on l'a fait en Indonésie, dans la province de Raja Ampat. Et d'où est-ce qu'il vient cet engagement ? Est-ce que vous avez grandi près de la mer ? Alors, je crois que c'est venu... Alors, moi, au départ, je suis lyonnais, donc la mer était quand même un peu loin, mais par contre, nos parents nous emmenaient à la mer systématiquement l'été. Et je pense que, évidemment, c'est là qu'a commencé l'intérêt pour la mer. Après, à l'époque, il y avait le commandant Cousteau, qui était évidemment une figure emblématique. Et les premiers films de Cousteau, moi, j'étais marqué par ça dans mon enfance. Et un jour, j'ai fait la jonction entre ces images du commandant Cousteau et des études que je pouvais faire. Et c'est comme ça que je suis arrivé à Marseille, il y a maintenant plus de 40 ans, pour faire mes études d'océanologie. Et après, vous êtes resté basé à Marseille pour... Alors, je ne suis pas resté basé à Marseille parce qu'en fait, je suis parti en Polynésie française pour faire ma thèse sur le changement de sexe des mérous. Après, j'ai fait un petit tour en Indonésie. Je suis rentré à Rennes. Je suis reparti en Thaïlande pour travailler pour les Nations Unies à Bangkok, pour l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Je suis revenu à Paris. Après, je suis revenu à Marseille. Voilà. Okay. Donc un petit tour du monde voilà. pour le travail. Voilà. Et justement, quand on parle des territoires marins français, moi je trouve qu'on n'en parle pas assez, justement parce qu'on ne se rend pas compte de la surface géographique que ça couvre. C'est quand même assez énorme. On parle de quelle zone exactement ? En fait, le territoire maritime marin français, il couvre à peu près 11 millions de kilomètres carrés. C'est le 2e territoire maritime au monde. Mais il a une particularité, c'est qu'il est réparti dans tous les océans du monde. C'est-à-dire qu'on a à la fois un territoire marin en métropole avec les façades atlantiques, Méditerranée, Manche, mer du Nord, mais aussi en Atlantique Nord du côté de Saint-Pierre et Miquelon, les Antilles,
Après, on passe dans le Pacifique avec l'atoll de Clipperton, mais surtout toute la Polynésie et la Nouvelle-Calédonie, et l'océan Indien avec l'île de la Réunion, Mayotte, et les terres australes et antarctiques françaises, donc Kerguelen, Crozet, et la base du mont d'Urville en Antarctique. Et donc, on a cette particularité qui fait que on a tous les écosystèmes aussi différents dans ce milieu marin. Et donc, ça nous donne une responsabilité particulière, effectivement, dans la protection et la gestion de ces milieux-là. Et d'après vous, est-ce que ces zones, elles sont en bon état aujourd'hui ? Ça dépend desquelles. Plus elles sont éloignées, mieux elles sont. En général, elles sont quand même un peu en meilleur état quand elles sont éloignées des grandes zones d'activité humaine. Mais globalement, on peut dire que le constat aujourd'hui, il est quand même assez préoccupant, même très préoccupant dans certaines zones. Et c'est là qu'effectivement, il faut porter les efforts. Mais il ne faut pas porter les efforts que sur ces zones-là, parce qu'on sait aujourd'hui qu'une des grandes causes de changement de tous ces écosystèmes, c'est le changement climatique. Et donc, si on ne change pas un certain nombre de modes de fonctionnement de l'activité humaine, et notamment l'émission de gaz à effet de serre, la destruction des écosystèmes, etc., on n'y arrivera pas. Donc, il ne s'agit pas simplement d'agir localement, mais aussi de penser globalement et d'attaquer le problème à la racine, ce qui aujourd'hui est compliqué. Et vous avez travaillé justement beaucoup à l'étranger. Est-ce que vous avez observé dans certains pays un rapport différent que celui qu'on peut avoir, nous, en France, au territoire marin, qui serait peut-être plus intéressant Alors, oui, moi, en Polynésie, par exemple, le rapport à la mer, il est très particulier, parce que c'est un peuple qui vit, évidemment... La Polynésie, c'est grand comme l'Europe. Le territoire maritime, le territoire de la Polynésie, c'est grand comme l'Europe. Avec évidemment des petites îles, plus de 150 îles, entre les différents archipels. Et donc il y a un rapport à la mer qui est très très particulier, qui est très fort. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard si la Polynésie s'est déclarée aire marine protégée sur l'ensemble de son territoire. Donc a pris des mesures. Il y a aussi des mesures qui sont ancestrales, comme les Raouis. Les Raouis, c'est des aires marines protégées, qui étaient décrétées par les anciens et qui continuent à fonctionner aujourd'hui en Polynésie. Donc, il y a cette connaissance ancestrale de la nécessité de la protection et de la gestion. Faut-il encore qu'elle soit respectée et sans doute étendue même en Indonésie. Il y a la même chose avec ce qu'on appelle les sassis, qui sont pareils, ce sont des réserves des réserves qui sont mises en place par les populations locales et puis qui, de temps en temps, les font tourner. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à gérer et à protéger aussi leur environnement. Et puis, il y a d'autres pays où c'est beaucoup plus compliqué. Je me souviens, moi, la première fois que je suis allé au Vietnam, où le Vietnam était en grande difficulté. Enfin, c'était une époque très difficile. Et là où il faut manger, il faut pêcher. Donc, la protection, elle passe au second plan. Je pense que c'est plus du tout vrai maintenant. Mais voilà. Donc, entre les enjeux du moment d'un pays et puis ce qui se passe, voilà, il y a différents modes d'intervention et politiques aussi de protection qui marchent ou qui marchent moins bien. Et est-ce que justement ces zones protégées dont vous parliez en Indonésie et en Polynésie, il y a une petite tendance de l'Occident à s'inspirer de ces traditions ? Oui, alors, bien évidemment, c'est-à-dire que il y a des aires marines protégées en France, en Europe, etc. La question, c'est, puisqu'on vise même le niveau de 30% d'aires marines protégées en France. Le problème, c'est le niveau de protection. En fait. Qu'est-ce que ça veut dire ? Et quand on regarde sur le papier, la protection très 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 forte, elle est très 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 faible. Et donc c'est ça sans doute qu'il faut corriger. C'est bien de faire des aires marines protégées, mais faut-il qu'elles le soient réellement ? Mais ça veut dire qu'il faut mettre des moyens, ça veut dire qu'il faut réguler les usages, qu'il faut réorganiser les activités. Et tout ça, c'est d'une complexité immense. Et en même temps, on sait qu'une aire marine protégée, ça a un effet extrêmement bénéfique sur l'environnement. Et ça peut être rapide aussi. Et ça peut être rapide. Alors ça, c'est la grande chance qu'on a, mais il ne faut pas s'abriter derrière ça, c'est que le milieu marin est d'une résilience extraordinaire. Quand on lui fiche la paix, eh bien, en quelques années, ça revient très, très vite. Et je me souviens d'un grand professeur de botanique qui est mort il n'y a pas longtemps, qui s'appelle Francis Allais, qui disait « Si vous aimez la nature, foutez-lui la paix. » Voilà. Et ben, c'est à peu près ce qu'on devrait faire si on veut simplement retrouver des niveaux d'écosystèmes en bonne santé et avec une richesse potentielle à exploiter, mais dans des limites qui, justement,
permettre la pérennité. Aujourd'hui, on enregistre l'épisode à Marseille et Oui. il y a une zone évidemment dont on aime tous parler ici, c'est la Méditerranée. C'est une zone particulièrement fragile, il me semble. Est-ce que vous pouvez développer là-dessus? Alors la Méditerranée, c'est moins de 1% de la surface des océans du monde, hein, c'est 0,8 je crois de mémoire. C'est un hotspot de biodiversité, c'est une mer qui est semi-fermée, hein, parce qu'il y a, bon, le canal du Suez, j'en parle pas, mais c'est par Gibraltar que les échanges principaux se font avec l'océan Atlantique. Mais c'est en même temps un hotspot de biodiversité, c'est-à-dire que c'est vraiment un endroit où on a une très très forte biodiversité. Il y a des espèces qui sont endémiques à la Méditerranée. Celle dont on parle le plus souvent, c'est la Posidonie. La Posidonie, c'est ce qu'on croit être une algue quand on se baigne en Méditerranée, qui est une espèce d'algue lamellaire. Ce n'est pas une algue, c'est une plante supérieure qui fleurit, qui fructifie, qui fait des petites olives qui vont se replanter, puis qui repartent comme ça. Et ces herbiers, c'est l'écosystème majeur de la Méditerranée, dans lequel vont se reproduire les poissons, ils vont grandir, etc. C'est aussi ce qui tient les plages, parce qu'il y a des rhizomes très très puissants et qui montent sur plusieurs mètres de haut dans certains endroits, et donc ça tient le sable, ça tient les plages. Et puis on a découvert il n'y a pas si longtemps que ça que c'était un puits de carbone extraordinaire, sans doute avec des capacités supérieures à la forêt amazonienne. Et donc c'est pour ça c'est d'autant plus important de le protéger. Et il est évidemment mis à mal par un certain nombre d'activités humaines. Voilà, et puis il y a aussi des grands migrateurs. Moi j'ai travaillé, quand j'étais au WF, on a monté un programme qui continue d'ailleurs, qui s'appelle Cap Cétacé, sur les grands mammifères marins. Le rorqual commun vient en Méditerranée. Le rorqual commun, c'est la deuxième plus grande baleine au monde, hein. Après la baleine bleue. Ça peut faire 25 mètres de long, 70 tonnes. Et il y en a au large d'ici. Chaque été, on peut en croiser plein au large d'ici. Il y a du cachalot aussi. Donc voilà. Mais voilà, la Méditerranée, c'est aussi un lieu de concentration d'activités humaines. C'est une zone extrêmement peuplée, sans doute la plus touristique au monde. Et on en sait quelque chose en France. Et donc c'est ça qui est évidemment très très compliqué à gérer. Mais voilà, là, ça dépend effectivement aussi des politiques des pays et des moyens des pays pour mettre en place un certain nombre de choses. Sur nos côtes, par exemple, il y a eu des gros efforts de faire en matière d'épuration des eaux, par exemple, ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays du pourtour méditerranéen. Et puis, il y a des aires marines protégées aussi. On a, rien que sur la côte, ici, là, en PACA, on a le parc national des Calanques et on a le parc national de Porquerolles, qui sont deux entités remarquables. Et j'allais vous parler aussi du sanctuaire Pélagos, Ouais. qui est un sanctuaire de protection des cétacés, c'est bien ça? Oui, c'est un sanctuaire qui a été signé entre l'Italie, le Monaco et la France en 1999. Et moi, j'étais à ce moment-là le responsable maire du WF France. Et donc, on avait poussé, justement, on avait milité pour que ce sanctuaire soit signé. Et donc, qui vise effectivement à reconnaître d'abord que dans cette zone-là, il y a des cétacés remarquables à longueur d'année qui s'y promènent, qui y vivent, qui s'y reproduisent, etc. Et donc, il faut petit à petit aussi réguler un certain nombre d'activités humaines ou les encadrer, leur donner des moyens de repérer les grands cétacés quand on a des bateaux qui vont vite, comme les ferries, etc. Et puis, il y a des études qui continuent à être faites parce que finalement, ça reste aussi des grands inconnus, ces grands mammifères marins dans leur façon de se déplacer, de se reproduire, où, quand, comment. Voilà, donc il y a encore beaucoup, beaucoup à apprendre. Et est-ce que cette zone-là, d'après vous, elle est assez protégée, comme vous disiez tout à l'heure que... Non, je ne crois pas qu'elle le soit assez, mais là aussi, c'est très compliqué parce que comme c'est une zone d'hyperactivité humaine, et notamment de transport, je pense qu'on peut faire encore mieux que ça. Mais la création de ce sanctuaire a eu le mérite au moins de poser les choses, de dire attention, il faut commencer à faire vraiment des efforts. Et petit à petit, avec justement le concours d'ONG comme le WF ou de Miraceti, par exemple, les choses avancent quand même. Et pour parler de la pêche maintenant, est-ce que... je pose la question forcément pour que vous me disiez le contraire, mais est-ce que la pêche, c'est incompatible avec comme on disait tout à l'heure, la nature, si on l'aime, on devrait lui ficher la paix. Est-ce que c'est incompatible avec la protection des océans? Pas du tout. C'est pas du tout incompatible, ça dépend de quelle pêche on parle. Si on parle d'une pêche qui va mettre des milliers de kilomètres de filets, qui va utiliser des méthodes destructives de pêche, évidemment que ça pose des problèmes.
Mais il y a une pêche qui peut être tout à fait pratiquée. Nous, on travaille beaucoup avec la petite pêche côtière méditerranéenne. Dans le cadre d'un projet qu'on mène qui s'appelle Pélamet, qui veut dire pêcheurs engagés pour l'avenir de la Méditerranée. Et donc là, les pêcheurs sont vraiment partie prenante et acteurs de ce programme-là. Là, on parle d'une petite pêche côtière qui est extrêmement qui est polyvalente, qui est respectueuse des écosystèmes en général, sauf exception, bien entendu. Non, il n'y a pas d'incompatibilité. On peut prélever du poisson dans la mer intelligemment sans massacrer tout le reste. Et est-ce que c'est à nous, en tant que consommateurs, on va dire, de faire attention aussi à ce qu'on achète comme poisson, comme fruits de mer? Alors, bien évidemment qu'on a notre part de responsabilité. La première, j'ai envie de dire, c'est notre consommation déjà en volume. Un Français consomme en volume 31 kilos de produits de la mer par an, dont 21 kilos de produits de la pêche. Le reste, c'est de l'aquaculture ou de la conchiliculture, etc. La disponibilité par an et par habitant au niveau mondial, c'est 10 kilos. Voilà, donc on est 3 fois au-dessus. Deux fois sur les produits de pêche, Ouais. deux fois au-dessus. Alors il y a des pays qui ne mangent pas du tout de poisson, mais d'autres qui en mangent encore beaucoup, beaucoup plus que nous. Mais ça veut dire qu'on doit effectivement manger du poisson avec parcimonie et se dire que c'est un produit rare. Donc il faut y faire attention. Donc ça, c'est la première des choses. C'est un discours qu'on n'entend pas souvent, parce Non. qu'on a bien Non. entendu ces dernières années, il faut réduire la consommation de viande, etc. Mais le poisson, très peu. Oui, parce qu'on vous dit que le poisson, c'est bon pour la santé, il y a des oméga 3, etc. Ce qui est vrai, ce que je ne nie pas du tout. Mais des oméga 3, il y en a dans les noix, dans les noisettes, dans plein d'autres aliments. Et nous, dans nos pays occidentaux riches, on a la chance d'avoir accès, en plus, à une nourriture extrêmement variée, donc de pouvoir satisfaire tous nos besoins dans ce genre de produits. Donc il faut qu'on fasse attention à ça. La France, par exemple, importe près de 80% des produits de la mer qu'elle consomme. On est autosuffisant à 20-25% à peu près. C'est énorme. Et ça vient de partout dans le monde. Il y a une partie qui vient effectivement aussi de l'aquaculture, norvégienne notamment, de saumon, etc. Mais ça vient d'Afrique, ça vient d'Asie, et donc avec tous les problèmes autres que ça pose en matière de transport, d'émissions de carbone, etc. etc. Donc il faut faire très attention à ça. Et puis après, il faut bien choisir son poisson chez le poissonnier. Et ça, c'est une autre paire de manches. Moi, ce que je recommande souvent, c'est déjà demander à votre poissonnier, si vous avez un bon poissonnier, quel est le poisson de saison. Éviter de manger certains poissons qui ne sont pas de saison ou qui sont en train de se reproduire, par exemple. Et puis, chez le poissonnier, normalement, il y a une étiquette qui indique tout ce que vous devez savoir. L'espèce, donc en nom latin, pour pas qu'il y ait de tromperie sur l'espèce. Si le poisson il est d'élevage ou il est sauvage, donc s'il est sauvage, c'est que c'est un poisson de pêche. De quelle zone géographique il vient? Il a été pêché, donc là, il y a les zones qui sont autour de la France, c'est la 27 et la 37 27 pour l'Atlantique Manche du Nord, c'est la 37. Donc il doit y avoir ces chiffres marqués. Ce qui vous dit que voilà, le poisson, il ne vient pas de l'autre bout du monde, donc déjà, ça vous donne aussi. Et puis le type d'engin de pêche qu'il a pêché. Est-ce que c'est un engin de pêche agressif, destructeur, comme le chalut de fond, par exemple? Ou est-ce que c'est de la ligne, du filet droit, ou du casier ou de la drague qui peut être aussi destructrice. Voilà. Et donc, à partir de ça, faites le choix de l'engin le moins impactant, de la zone la plus proche, du poisson de saison. Et normalement, puis vous serez à peu près dans les clous. Le poissonnier, il est censé avoir toutes les informations. Ouais. Il est censé en plus les afficher sur chaque poisson. Okay. Sur chaque poisson. Même la technique de pêche. Ah oui, c'est obligatoire. D'accord. C'est une obligation réglementaire. Et justement, pour parler des poissons problématiques, entre guillemets, il y a un vrai souci avec le saumon aujourd'hui. J'avais entendu même que c'était devenu l'un des aliments à ne pas consommer. Alors, l'aquaculture de saumon, le problème, c'est qu'on a dans nos pays en particulier, c'est qu'on aime les poissons carnivores. On n'aime pas les herbivores. On ne mange pas de la carpe. Enfin, si, les Polonais en mangent, mais pas nous, par exemple. Les Grecs mangent beaucoup de mulets. Nous, on ne mange pas de mulets. Et donc, les poissons qui sont élevés sont des espèces carnivores. Le bar, la dorade, le thon, mais le saumon, typiquement, c'est des grands carnivores. Et donc, pour nourrir ces grands carnivores, il faut leur donner de la farine de poisson
qui est mélangé aujourd'hui avec des tourteaux de soja dans des proportions qui varient beaucoup, et des huiles de poisson pour qu'effectivement ils aient les fameux oméga 3 dont on parle. Donc ça demande d'aller chercher ces poissons-là là où il y en a, qui sont souvent dans des pays qui sont situés à l'autre bout du monde. Et puis après, il y a les techniques d'élevage qui sont plus ou moins intensives, plus ou moins utilisant plus ou moins des pesticides, parce qu'il y a des problèmes effectivement sanitaires sur ces élevages-là. Et ce qui fait qu'effectivement, l'aquaculture de saumon aujourd'hui est une aquaculture qui est très très impactante, au moins dans certains pays. Voilà. Même s'il y a des efforts de faire à droite à gauche. Voilà. Donc là aussi, il faut aller vers une aquaculture qui ne dépende, enfin qui soit beaucoup moins centrée sur les espèces carnivores, parce qu'en fait, on n'y arrivera pas. En fait, quand on élève il faut entre 2 et 3 kilos de poissons sauvages pour faire 1 kilo de poissons d'élevage. Voilà. Donc on prive le milieu de ça, éventuellement on en prive les populations locales, parce que ça va être des petits pélagiques, des sardines, des sardinelles, etc., que peut-être un Péruvien, un Chilien ou un Sud-Africain aimerait bien manger directement, pour faire de la farine de poisson pour les pays riches. Donc ça pose quand même un vrai problème. Et aujourd'hui, si quelqu'un qui a écouté le podcast se dit j'ai envie d'agir, de mettre en place des actions concrètes pour changer ma façon de consommer ou alors pour mieux préserver la vie marine, qu'est-ce que vous donneriez comme conseil ? Alors, sur la consommation, je viens de vous le dire, hein, voilà, c'est d'être extrêmement vigilant sur ce que vous consommez. Il y a un label qui s'appelle le MSC aussi, dont on n'a pas parlé, le Marine Stewardship Council, qui est un label, alors qui est, comme tous les labels, qui a ses défauts et qui peut être critiqué, mais qui, je pense aujourd'hui, est encore le meilleur label sur la pêche durable. En tous les cas, le plus connu, mais on ne le trouve pas sur les produits frais, on le trouve essentiellement sur les produits semi-conserves, comme le saumon sauvage d'Alaska, par exemple, ou en surgelé. Il y a aussi un programme qui s'appelle Mr. Goodfish, qui a été lancé par Nausicaa, qui est plutôt une incitation positive à l'achat sur les poissons de saison, justement. Voilà, D'accord. qui vous dit, on peut identifier en saison, comme ça, vous mangez plutôt ce poisson-là que ce poisson-là. Donc c'est déjà une première façon d'orienter le consommateur à réfléchir, en tous les cas, sur ce qu'il consomme et à quel moment il le fait. Et puis voilà, manger le poisson comme quelque chose qui est précieux, donc faire attention à pas le gâcher, et puis après, pour le reste, ce qui concerne les océans, il faut s'engager. Hein. Faut s'engager. Alors, ça peut être soutenir une ONG comme la nôtre, Planète Mer. Ça peut être s'engager aussi, travailler dans le secteur. Ça peut être participer à des tas d'actions sur le terrain. C'est aussi voter. Hein. On a un bulletin de vote. Il y a effectivement des orientations politiques qui sont plus ou moins favorables à certaines questions environnementales. C'est tout ça à la fois. Oui, parce qu'on parle souvent d'actions individuelles, mais finalement, c'est le groupe qui réussit à faire vraiment changer les choses. De toute façon, moi, je crois... Nous, c'est un peu le pari qu'on fait, c'est d'embarquer les gens avec nous. Donc c'est pour ça qu'on a un programme de sciences participatives qui vise à former, impliquer le maximum de personnes. Mais si on fait pareil avec les pêcheurs, c'est-à-dire que voilà, on dit que la pêche, il faut qu'elle se structure, qu'elle se réorganise. Il y a des tas de choses qui ne se font pas du tout dans le secteur de la pêche, mais rien n'est perdu. Et donc voilà, il faut souder les gens. Il faut surtout se redonner des objectifs positifs aussi, parce que là, on est quand même dans une période très très morose, donc on a l'impression que tout va mal. C'est tout le temps le marasme, plus rien n'est possible, tout est foutu. Moi, je ne crois pas à ça, mais je crois par contre que la situation est extrêmement préoccupante et que si on ne s'en occupe pas rapidement, quand même, là, ça va tourner vinaigre. Mais vous restez malgré tout optimiste. Oui. Éternellement optimiste, oui. Enfin, tant que je serai engagé comme ça, oui. Pour terminer, j'ai 2 petites questions sur la langue française. Est-ce que vous avez un mot ou une expression préférée en français ? Alors... Il y a plein d'expressions françaises, mais pour faire le lien avec ce qu'on vient de dire, on pourrait dire petit poisson deviendra grand, mais il faudrait rajouter si on lui laisse le temps. Voilà, ça peut être la maxime du jour. Et sinon, il y a une citation que j'aime bien, alors qui n'est pas qui provient d'un Québécois, d'un pasteur québécois, mais qui est
du coup en français aussi, et que j'utilise beaucoup dans toutes les conférences, les présentations que je fais, parce que justement, elle nous sort un peu de cette morosité, de ce temps grisâtre dans lequel on est tout le temps, et qui dit « Nous avons beaucoup mieux à faire que nous inquiéter de l'avenir, nous avons à le préparer ». Et je trouve que voilà, ça redonne un petit peu de champ, un petit peu de recul pour se dire ok, c'est vrai que c'est préoccupant, il y a vraiment des raisons d'être inquiet. Pour autant, ok, on se pose et on prépare l'avenir. C'est comme ça qu'on arrivera à renverser la table un jour. Oui, donc mieux agir sur le moment présent pour Voilà. moins s'inquiéter du futur. Exactement. Et pour terminer, est-ce que vous avez une recommandation culturelle pour les auditeurs qui apprennent le français, que ce soit un film, une chanson, une série, un artiste? Moi, en bon français, je vais vous dire, la recommandation culturelle, c'est de vous inviter, vous auditeurs, à découvrir la cuisine française dans toute sa diversité. Et vous avez de quoi faire parce qu'en fait, dans chaque région, dans chaque département, presque dans chaque ville, etc., il y a des choses très différentes. Et là, il y a de quoi faire et ça permet de rencontrer la France autrement, puis pas que la France des grandes villes, aussi la France des terroirs. Et ça, c'est la France aussi. Voilà, c'est pas que celle qu'on voit à la télévision. Merci beaucoup, c'était un plaisir. Merci à vous.